perçoit les règlements et les politiques et leur évolution au Nouveau-Brunswick. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mike. Il va se présenter et on va lancer le webinaire. Oui, excellent. Vous m'entendez bien? Oui, ma vidéo marche, mon audio marche. Alors, je vais partager ma présentation et je vais me présenter rapidement et mon organisation. Ah, ça marche? Génial. Alors, je vais vous parler un peu des politiques et des règlements en ce qui a trait au code de New Brunswick. En fait, je vous parle aujourd'hui depuis Unamagi, le territoire non cédé et des Mi'kmaq. Et je voudrais vous faire savoir également que les lois que je discute aujourd'hui sont des lois colons de colonisateurs. C'est important de noter qu'il y a en fait des lois bien plus anciennes, autochtones, qui ont régi ce territoire que nous appelons actuellement le Nouveau-Brunswick depuis des siècles et des siècles. Alors, je veux qu'on se rappelle de cela et que nous devons faire de l'espace pour ces lois-là aussi. Alors, rapidement, au sujet de nous, East Coast Environmental Law, nous, on envisage un avenir selon lequel les lois et les systèmes juridiques protègent la santé écologique et font la promotion de la justice environnementale et climatique. On travaille dans toute la région de l'Atlantique ainsi qu'au niveau fédéral. Et on fait un tas de choses. On fournit de la sensibilisation sur les droits environnementaux. On s'engage dans la réforme de loi et parfois on fait du travail en cours dans les tribunaux en collaboration avec les individus de la région. Et moi, je suis avocat salarié avec East Coast Environmental Law. Je suis diplômé d'Andalousie, une école de droit en 2017 avec des certificats de droit environnemental et droit marin. La plupart de mes efforts sont axés sur des enjeux liés aux océans et aux côtes. J'ai été beaucoup impliqué en Nouvelle-Écosse sur la loi sur la protection côtière qui, tranquillement, pas vite, s'achève. Et je peux vous parler de cette expérience-là et comment c'est lié à l'expérience New Brunswick. Et rapidement, mon ordre du jour, je vais parler brièvement des compétences environnementales sur la côte et je vais parler des 4 volets clés du droit qui sont des domaines dans le droit et les politiques. C'est l'aquaculture, la pollution et au Nouveau-Brunswick, notamment la pollution terrestre, les zones protégées et les écosystèmes et le développement côtier. Et je vais vous parler des politiques qui abordent la construction et le développement côtier. Alors, brièvement, c'est un survol rapide. La plupart d'entre vous, surtout ceux qui sont au Nouveau-Brunswick, savent ce qui est important au sujet de la côte, mais il y a environ 5500 km de rivage. Cela comprend le golfe du Saint-Laurent et la baie de Fundy. Et il y a certainement une côtière très dynamique dans la province. Et le rivage dynamique abrite plusieurs différents écosystèmes qui offrent des fonctions et des services très importants. Par exemple, les marins salants au Nouveau-Brunswick séquestrent le carbone. C'est parfois appelé le carbone bleu. Cela peut être très important. Cette capacité de séquestration est bien plus grande que les écosystèmes terrestres. La côte de Nouveau-Brunswick abrite également des écosystèmes uniques et des espèces qui y vivent. Par exemple, le Maritime Ringlet, c'est une espèce côtière qui habite presque entièrement au Nouveau-Brunswick, dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans le sud du Québec. Et je pense qu'on le retrouve uniquement dans 10 emplacements. Et ce sont tous des marins salants. C'est une espèce côtière qui dépend pour sa survie de nos côtes au Nouveau-Brunswick et au Québec. Alors, survol rapidement des compétences fédérales et provinciales. On commence au niveau de la Constitution. La plupart des gens connaissent la section 91 et 92 de la loi constitutionnelle de 1867 qui établissent les questions
de compétences fédérales et provinciales. Surtout pour le gouvernement fédéral, en ce qui a trait à la côte, ce sont les pâches et les terres de la couronne fédérale. Ben, il y en a bien plus. Et pour les provinces, il y a plusieurs compétences potentielles qui sont établies dans la Constitution, les travaux locaux, les droits de propriété et les ressources naturelles. Et une note sur l'environnement côtier et le territoire qui s'y retrouve, généralement, de la marée basse jusqu'à la limite de 200 000 nautiques. Ça, c'est une compétence fédérale. À partir de la marée basse et vers l'intérieur des terres, c'est la compétence provinciale, avec l'exception là où il y a des poches, des sections de terre de la couronne fédérale. Et généralement parlant, c'est pas absolu, c'est pas la loi en tout moment, mais de façon générale, la zone côtière entre marée haute et marée basse est perçue comme étant considérée des terres de couronne provinciale. Ça, c'est important pour le développement côtier et bâtir sur les terres provinciales de la couronne. Ça vaut également la peine de noter, je viens de le noter dans la présentation, c'est qu'il y a d'autres droits et responsabilités qui s'appliquent dans ces zones côtières. Il y a les lois autochtones, il y a également des règlements municipaux, au Nouveau-Brunswick, également les droits fonciers privés et parfois des responsabilités qui correspondent à cela. Mais je vais surtout être axé sur les lois provinciales dans les 20 minutes qu'on a réservées. Je veux quand même indiquer que la section 35 de la loi sur la Constitution de 1982 a créé une obligation constitutionnelle au gouvernement, pour les gouvernements fédéral, provincial et municipaux de consulter avec les Autochtones avant de s'engager dans des activités qui pourraient menacer leurs droits protégés par la Constitution, les droits notamment en vertu des traités ou les droits autochtones, ainsi qu'un devoir d'accommoder. Le plus grand, l'impact potentiel, le plus grand, plus important est le devoir de consulter. Par exemple, si on devait émettre un permis sur un cours d'eau pour modifier un cours d'eau ou un marécage, cela pourrait déclencher le devoir de consulter et d'accommodement. Alors, accédons directement à la première thématique, la pollution côtière notamment. Je pense que la plupart des gens savent que la pollution peut être terrestre ou marine. La source de la pollution, qu'elle soit terrestre ou marine, va déterminer le niveau, la compétence du gouvernement qui s'en occupe. De façon générale, si la pollution est en vertu d'une activité terrestre, cela relève de la province afin de gérer cela, afin de réglementer cela. Et il y a plusieurs lois qui peuvent s'appliquer à la pollution. J'ai souligné la loi sur l'assainissement des eaux. Il y a également des dispositifs dans la loi sur l'environnement et la loi sur l'assainissement de l'air qui s'appliquent à la côte. Mais c'est probablement celle-là qui correspond davantage aux côtières. Alors, cela interdit la libération de contaminants qui peut impacter la qualité ou nuire à la santé des personnes et des animaux. Ça cause des dommages aux propriétés ou aux plantes, ou si cela nuit au transport, les affaires ou le fait de pouvoir jouir d'une propriété. Le contaminant est plutôt largement défini. Ça peut être un solide, un liquide, un gaz, une chaleur, un son, une odeur qui sont étrangers ou au-delà des montants naturels. S'ils ont un impact sur l'environnement ou mettent en péril la santé et la sécurité, ou ils sont désignés par des règlements comme étant un contaminant. En vertu de la loi, tous les pesticides et tous les déchets sont considérés des contaminants. Et cette interdiction s'applique généralement. Une personne peut libérer un contaminant dans l'eau s'ils ont la permission en vertu de la loi. La deuxième thématique, les gens au Brunswick s'y connaissent plutôt bien, il me semble, c'est l'aquaculture. L'aquaculture implique l'élevage de poissons, de crustacés ou parfois des espèces plantes végétales marines, souvent sur la terre, sur des unités confinées ou des
des zones avec des filets ouverts ou dans les estuaires près des eaux côtières, notamment des aquacultures qui ont beaucoup d'impact. Ce sont les poissons à nageoires. Ça se passe dans les enclos que vous voyez. Les impacts de ce genre d'aquaculture comprennent la libération de certains médicaments, des aliments et des pesticides et d'autres déchets dans ces installations-là. Il peut y avoir du bruit, et ça peut des questions liées à la lumière, des animaux nuisibles, des oiseaux sont souvent attirés à ces endroits-là, et ils peuvent causer des dégâts. Il y a également des zones mortes où il y a un grand nombre de poissons dans une petite zone superficie et leurs déchets créent des zones mortes en dessous des eaux. Et cela peut être très considérable. L'aquaculture, c'est un peu curieux en vertu de la Constitution. C'est le gouvernement fédéral qui a la compétence exclusive sur les pêches. Alors, cela a créé des tensions sur le plan de qui doit régir l'aquaculture. Au Nouveau-Brunswick, la loi fédérale qui s'applique, c'est la loi sur les pêches. Il y a des règlements précisément en vertu sur l'aquaculture dans cette loi, mais le Nouveau-Brunswick a également des lois qui aborde l'aquaculture, c'est la loi sur l'aquaculture. Étant donné qu'il y a une certaine tension sur qui doit régir l'aquaculture et ses différents aspects, en fait, il y a un protocole d'entente consacré à l'élaboration et à la gestion de l'industrie de l'aquaculture signé entre les 4 provinces atlantiques et le gouvernement fédéral en 2021. C'est cela qui régit la relation. Alors, en vertu de la loi sur l'aquaculture du Nouveau-Brunswick, de façon générale, aucune personne ne peut faire de l'aquaculture à moins d'avoir reçu un permis. Il pourrait y avoir un bail ou un permis d'occupation lorsque l'aquaculture est située sur les terres de la couronne provinciale. Lorsqu'on songe à des terres côtières, comme je viens de mentionner, là entre la marée haute et la marée basse, ça c'est potentiellement des terres de la couronne. Également des baies et d'autres cours d'eau qui partiellement entourés par de la terre. Il y a également un registre. Il est censé d'avoir un registre en vertu de la loi sur l'agriculture. À ma connaissance, ce registre-là n'existe pas actuellement. Il y a également un bon nombre de politiques qui façonnent comment les gouvernements font la prise de décision en vertu de l'aquaculture. Et ces politiques-là sont liées à différents poissons et si on devrait en faire l'élevage ou non. Et je veux souligner une cause afin de songer aux questions de la compétence sur l'aquaculture. Comme je viens de mentionner, en vertu de la Constitution, c'est le gouvernement fédéral qui a la compétence exclusive sur les pêches. Alors, il y a toujours été question, est-ce que l'aquaculture est une pêche? Est-ce que c'est une pêche? Et si oui, il semblerait que le gouvernement fédéral devrait réglementer exclusivement l'aquaculture. Cela a été considéré par la Cour suprême de Nouveau-Brunswick en 2009, lorsqu'un biologiste, Dr. Morton, a remis en cause le régime réglementaire en Colombie-Britannique à l'époque. Et la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déterminé qu'en fait, le régime qui existait là-bas, qui ressemble beaucoup au régime qui existe actuellement au Canada Atlantique, notamment au Nouveau-Brunswick, ne relevait pas des compétences de la province Nouveau-Brunswick, de Colombie-Britannique. Alors, il y a des questions s'il doit y avoir on devrait instituer des poursuites semblables au Canada Atlantique. Mais c'est surtout que la décision au Colombie-Britannique n'est pas contraignante pour les autres provinces. Un autre aspect très important de la gestion et de l'intendance de l'environnement côtier, ce sont les zones protégées. Il y a un tas de lois qui abordent la protection des côtes et des terres côtières et l'environnement marin. Je pourrais vous en parler pendant 3 heures sur les différentes lois qui s'appliquent et comment elles fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais quand même un survol rapide des zones protégées au Nouveau-Brunswick sur le plan fédéral et provincial. En vertu de la loi sur les océans, il y a une zone marine protégée au Nouveau-Brunswick, c'est l'estuaire Musquash, la zone protégée marine.
c'est une zone protégée côtière, évidemment. Il y a 3 zones de faune, réserve nationale de faune avec une composante marine. Et il y a 2 parcs nationaux au Nouveau-Brunswick. Euh, Ils ont une assez grande composante côtière. Voilà, ce sont tous des règlements qui ont été créés au niveau fédéral. Nous, Brunswick a également des lois qui abordent les zones protégées dans la province et cela crée 3 types de zones protégées, les parcs, les zones naturelles protégées et les refuges pour la faune. La loi sur les zones naturelles protégées permet de désigner des zones qui servent à protéger la diversité biologique. Il y a 2 types de zones protégées. Catégorie 1, c'est très restreint. On empêche les gens d'y rentrer. Et les classes 2, il y a beaucoup de restrictions et peu d'activités sont permis. Et il faut toujours avoir un permis avant de pouvoir entamer de tels efforts. Alors, au Nouveau-Brunswick, il y a 6 zones naturelles protégées situées sur le rivage. Nous les avons identifiées ici. Il y en a 2 qui sont classe 1 et 4 qui sont classe 2. La loi sur les parcs du Nouveau-Brunswick permet la création de parcs et ce sont des zones qui sont réservées pour l'utilisation par les générations actuelles et futures, souvent une composante des loisirs et d'activités. La loi empêche certaines activités, par exemple l'exploitation minière, la chasse, piéger les animaux et interdit le dommage aux espèces. Et la loi offre des protections précises quant à certaines activités où on ne voudra enlever du sable ou du gravier de façon commerciale de ces parcs-là. Il y a des protections qui sont précisément axées sur les côtes. Et finalement, la loi sur les poissons et la faune permet la création de refuges et de zones de gestion de la faune dans la province. On interdit certaines activités sans autorisation. Vous pouvez retrouver toutes ces zones-là indiquées dans l'annexe à la loi. Alors, finalement, on passe maintenant au développement côtier. Vous aurez probablement perçu récemment qu'il n'y a pas une seule loi qui traite de la côte comme un aspect ou de la composante ou comme composante de l'environnement. C'est une tentative vraiment hétéroclite de gérer l'environnement côtier. Il y a certains aspects de la côte qui sont protégés en vertu des zones protégées. Il y a certaines lois sur les contaminants et la pollution. Il y a une loi qui aborde précisément l'agriculture. Il n'y a rien qui parle de développement de façon générale sur la côte. Et ce n'est pas unique au Nouveau-Brunswick. En fait, c'est très commun dans toutes les provinces au Canada. Alors, je pense dans ce sens-là qu'il n'y a rien d'unique en ce qui a trait au Nouveau-Brunswick. Il y a plusieurs lois qui pourraient aborder le développement côtier. Si vous vouliez vraiment rentrer dans le détail, il y a plusieurs règlements municipaux qui pourraient s'appliquer, les lois sur l'urbanisme et les politiques. J'ai cherché à identifier 3 éléments essentiels afin d'identifier comment faire le développement côtier au Nouveau-Brunswick. En vertu de la loi sur l'assainissement de l'environnement, il y a un règlement qui interdit de libérer un contaminant dans l'environnement sans l'approbation. Il y a également des évaluations, un processus d'évaluation d'impact environnemental qui exige dans certaines circonstances qui pourrait avoir des fonctions de côtier. Alors, disons qu'un projet va modifier 2 hectares ou plus de terres humides au Nouveau-Brunswick, notamment des terres humides côtiers ou des marais salants. Il faut avoir une évaluation des impacts environnementaux. Vous pouvez trouver la liste de tous les projets qui exigent une évaluation des impacts environnementaux indiquée dans la section A des règlements. C'est tout un autre domaine de la loi que vous pouvez explorer davantage sur le plan des répercussions potentielles sur le développement côtier.
Il y a beaucoup de place pour l'amélioration dans ces règlements-là et des genres de projets à lister. Et la deuxième loi ici, la loi sur l'assainissement des eaux, j'ai déjà fait mention de cela. La loi sur l'assainissement des eaux exige un permis si quelqu'un modifie un cours d'eau ou une terre humide. Alors, je vous en parler davantage sur certaines des politiques en vertu de ces lois-là. Et sous la loi sur les terres et forêts de la couronne, il y a plusieurs exigences en matière de permis ou de licences ou de droits pour passer ou des bails, des baux sur les terres de la couronne. C'est la terre de la couronne entre la marée haute et marée basse est très importante. C'est une zone côtière essentielle et clé. Alors, il y a plusieurs politiques qui aident à façonner la prise de décision et les approbations pour les développements côtiers. Tout d'abord, il y a la politique de protection des zones côtières. J'ai un diapo où je rentre davantage dans le détail, mais dans l'ensemble, cela crée deux zones de protection côtière où certaines activités sont limitées ou interdites. Cette démarche, en vertu de la protection côtière, est plutôt commune dans d'autres compétences canadiennes. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, il me semble que c'est en 2019. Ça fait un bon moment. Mais en 2019, le gouvernement a mis en œuvre et adopté une loi sur la protection côtière qui n'est malheureusement pas encore appliquée parce qu'il n'y a pas de règlement. Il y a eu des retardements à cet effet. C'est très commun dans des places comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni et des compétences américaines comme la Californie, où la démarche est de désigner des zones ou des parties de la côte sur lesquelles on ne devrait pas avoir de construction ou on devrait restreindre les développements à moins que certains critères soient respectés. Ainsi, c'est pour protéger les écosystèmes de l'avenir et des raz-de-marée et de l'érosion côtière en reconnaissant que ces menaces-là ne font qu'augmenter avec le changement climatique. Et la deuxième politique clé, il y en a d'autres qui sont listées. La deuxième politique clé, c'est la politique sur la conservation des terres humides. Et un des éléments de cela, c'est qu'il n'y a aucun soutien au niveau provincial pour les activités à l'intérieur de 30 mètres d'une terre humide de ce qui est significatif sur le plan provincial, notamment les marais côtiers et certains estuaires côtiers. C'est également un outil de prise de décision important qu'utilise la province. Il y a plusieurs lignes directrices pour les permis et les modifications des cours d'eau et des terres humides. Et il y a également des politiques en vertu de la loi sur les terres et les forêts de la couronne liées aux permis et aux baux. Alors, voilà le survol de comment la politique des zones côtières fonctionne et ce à quoi ça ressemble. Alors, vous pouvez voir qu'il y a deux domaines de zones créées. Zone A, c'est la partie à gauche. Alors, ces zones entre les grandes, la marée haute des grandes marées et la marée basse des petites marées. Et dans cette zone-là, il y a plusieurs activités qui sont interdites. Cela comprend le remplissage, l'excavation, le dragage, enlever de la pierre des plages, la construction de causeway, là où il y a une alternative pour le pont. Ce qui est permis, il y a beaucoup de nuances quand même. Des projets qui servent une fonction publique sont nécessaires. Certains des instances d'arpentage. Je ne pourrais pas mettre toutes les conditions dans cette diapo. La restauration et réadaptation des terres humides, il y a certaines conditions qui sont attachées à certains chemins d'accès temporaire ou permanent, des passerelles
des structures de contrôle d'érosion, à l'exception les groins, c'est pas permis. Et certains édifices accessoires où ils ne vont pas au-delà d'une certaine taille. Ce sont des édifices accessoires à des structures actuelles situées dans la zone A. Déjà situées dans la zone A. Zone B, les mêmes interdictions s'appliquent. Le remplissage, l'excavation, le dragage, cette zone-là est 30 mètres par-dessus la zone A. Certaines activités sont permises, en plus de toutes les activités permises dans la zone A. Alors, par exemple, perturber le sol pour des structures nouveaux rebâties ou de l'expansion. Il y a des conditions précises attachées à cela en matière de perturbance des sols. Certaines activités et structures de contrôle pour l'érosion sont permises dans la zone B, à l'exception de la construction de ce qu'on appelle des groins. Voilà, c'est comme ça que ça marche en matière de protection, de politique de protection des zones côtières. L'une des limites, c'est que cette politique-là est mise en œuvre par l'entremise de règlements sur les modifications des cours d'eau et terres humides. Afin de déclencher ce processus décisionnel lié à ces deux zones-là, il faudra bâtir quelque chose et il faudra demander pour une modification de cours d'eau ou de terre humide. Si vous ne demandez pas, si vous êtes assez loin d'une cours d'eau où vous ne modifiez pas, vous n'avez pas besoin de ce permis. Ainsi, le gouvernement va faire la prise de décision en matière des zones protégées. C'est un écart potentiel, une lacune dans la façon qu'on fait la mise en œuvre de la politique. Ça ne s'applique pas à d'autres processus décisionnels. À ma connaissance, en tout cas, dans la façon que l'on décrit la politique, une conclusion rapide, il y a un mélange hétéroclite de lois, de règlements et de politiques qui abordent les questions côtières vraiment de façon hétéroclite. Il y a des compétences fédérales, provinciales et municipales, ainsi que des lois autochtones. Il y a la protection de l'environnement côtier dépend sur un système d'approbation en grande partie, et le développement le long de la côte n'est que limité là où il y a modification de terre humide ou de cours d'eau en ce qui a trait au zonage. Mais j'indiquerai quand même que ce qui pourrait être positif, c'est l'encontre d'autres compétences dans le Canada. Il y a certains dispositifs pour l'accès côtier dans le régime côtier de Nouveau-Brunswick en vertu des dispositifs de la loi sur les terres et forêts de la couronne ainsi que la politique sur la protection côtière. Il y a des dispositifs liés au fait de chercher à garder l'accès à la côte, du moins sur le plan des terres de la couronne. Ça, c'est encourageant, en fait. Et ce n'est pas un aspect de la loi de la Nouvelle-Écosse, mais c'est un petit exemplaire que l'on retrouve en Californie, par exemple. C'est un peu unique au Nouveau-Brunswick. Et une notion générale, c'est qu'il y a un besoin accru de participation publique dans l'élaboration et la réglementation des activités côtières et un besoin accru d'accès à des informations. Souvent, ces permis-là et ces demandes-là ne sont pas accessibles au public. Ça prend énormément d'efforts pour y accéder. Et c'est pas mal ça. C'est ça ma présentation. Nous avons un document public qui est disponible aux gens en français et en anglais, appelé les lois environnementales pour la côte de Nouveau-Brunswick. Cela fait partie de notre série de